Une fleur sur la peau d'été, rayon de soleil, c'est le mois de Phébé. La chaleur est mortelle, l'air est étouffant et le silence est tel qu'il ajoute à la touffeur ambiante. La cour de justice est pleine, la sentence est imminente. Julien Sorel a tenté d'assassiner Madame de Rênal. Son procès illustre avec tension le dilemme entre pleine réparation de son crime et disproportion de sa punition. Les juges et les jurés, issus de l'aristocratie et du clergé, voient en Julien non seulement un criminel, mais aussi un parvenu, osant défier l'ordre social reconnu. Au-delà de sa victime, son crime est perçu comme une attaque contre l'élite et ses valeurs, nécessitant d'en prévenir l'ampleur. Pour Julien, le rouge est l'armée, le noir est le clergé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, devant votre juridiction, le rouge est l'intégrale réparation, le noir est l'éventuelle proportion. Quittons les rives du Doubs pour les plages réunionnaises où se déroule notre saga judiciaire des temps modernes. Les faits vous ont été rappelés. La cour dionysienne, ayant condamné à la mise en conformité des installations litigieuses et au paiement de dommages et intérêts, le demandeur se pourvoit en cassation devant votre juridiction. Une telle sanction serait disproportionnée. La loi prévoit explicitement l'exception de disproportion, mais le texte est inapplicable. Rationei materiae d'abord. Nul contrat n'encadre le présent litige. Rationei temporis, ensuite, la reconnaissance de cette exception par le législateur étant postérieure au fait rapporté. Dès lors, le juge du fond, statuant en matière extracontractuelle, peut-il apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage? Du Code d'Hammurabi au droit administratif prussien, en passant par les anciens et le siècle des Lumières, la proportionnalité imprègne le droit depuis la nuit des temps. Fil d'Ariane en droit pénal, guide en droit administratif, repère en droit commercial, telle l'énigme du Sphinx, elle pose encore question en droit des obligations. Une proportionnalité aux contours flous, piégeurs, dont l'usage en matière délictuelle est encore rebelle. Éviter les pièges, d'une part, affronter le dilemme, d'autre part. Le Candide de Voltaire, le Raskolnikov de Dostoïevski, le Oliver de Dickens, le Fabrice de Stendhal et tant d'autres. Qu'est-ce qui les relie? Leur quête d'indulgence, de clémence, de conformité entre châtiment et fait incriminé. Mais si la proportionnalité existe, elle se heurte à la réparation intégrale du préjudice. L'équilibre envisagé d'abord, la réparation demandée ensuite. Dans nos esprits, la proportion s'élève, évoquant le temple de Karnak, où le passé s'achève, ou encore les jardins symétriques de l'Alhambra. Son essence se trouve en tout art, en chaque pas. En architecture, peinture, mathématiques, le nombre d'or brille, céleste et magnifique. N'est-il pas dit qu'il révèle une proportion divine, un idéal d'harmonie où toute beauté s'aligne? La proportion unit des éléments divers. En quête d'harmonie, elle dompte l'univers. En droit, ces rapports se doivent d'être trouvés pour que l'équilibre soit enfin révélé. L'individu et l'État, en un lien délicat, doivent équilibrer droits et intérêts. Aristote nous enseigne que le juste réside au milieu des extrêmes. Dans l'affaire sujette à votre examen, le demandeur sollicite en silence l'usage de l'exception de disproportion existante en matière contractuelle. Mais le contrat faisant défaut, il se prévaut du contexte. Car vous aviez retenu le contrôle de proportionnalité en matière d'urbanisme. Le magistrat, saisi d'une requête visant la démolition-reconstruction d'un ouvrage pour non-conformité,
doit examiner la proportionnalité entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l'intérêt pour le créancier. Vous reconnaissez aussi l'usage d'un tel contrôle pour la remise en état consécutive à la nullité d'un contrat, que d'aucuns envisageaient comme une mesure de réparation extra-contractuelle. Vous acceptez enfin une approche proportionnelle lorsque le fait illicite relève d'un empiètement sur l'assiette d'une servitude de passage. Et cette montée en puissance du contrôle de proportionnalité ne se limite pas à la jurisprudence. Les récents projets et propositions de loi orientent le législateur vers ce contrôle. Par souci de cohérence, le contrôle de proportionnalité de la responsabilité civile contractuelle pourrait donc être envisagé en matière délictuelle. Car finalement, ce contrôle relève d'une mise en balance de l'ampleur du préjudice et de la gravité du manquement qui constitue l'offense. Pourquoi ne pourriez-vous pas accepter une proportionnalité en matière délictuelle, fondée sur l'absence de faute ou sa minime existence ? Ce serait sans compter sur le principe de réparation intégrale du préjudice. Une lourde torpeur s'empare des membres de Daphné. Son sein est entouré d'une écorce fine, ses cheveux se changent en feuillage, ses bras en branches se dessinent. La vitesse de ses pieds est prisonnière des racines. Son visage devient cime. Traquée par Apollon, la nymphe a goûté à la plus extrême des réparations intégrales en nature. Le dit principe implique pour la victime l'indemnisation de tout son préjudice et rien que son préjudice. Mais son application, dans le cas soumis à votre examen, serait couplée au recul de l'appréciation des juges du fond sur la proportionnalité de la réparation sollicitée. Un parti pris justifié, car les intérêts du responsable ne devraient influencer ni la conduite ni la réparation de la victime. Cependant, recourir au principe de réparation intégrale sans contrôle de proportionnalité serait encourager l'instrumentalisation de la justice, monnayer des démolitions outrageusement disproportionnées. Ce serait le considérer différemment en matière contractuelle ou extra-contractuelle. Telle l'inégalité de traitement entre le Figaro de Beaumarchais et son maître à situation équivalente. Pourtant, à l'aube de cette décennie, vous aviez étendu le contrôle de disproportion de l'exécution forcée du contrat à la demande en réparation du préjudice contractuel. La cohabitation entre proportionnalité et réparation intégrale ne semble donc pas vous arrêter. Tout comme le statut social répond du traitement différent de Figaro, une telle nuance pourrait s'entendre de la réparation du dommage uniquement prévue contractuellement. Pour autant, écarter la proportionnalité en matière délictuelle impliquerait une gêne réelle. Certes, le principe de réparation intégrale est constitutionnel, mais le principe d'égalité l'est tout autant, justifiant de traiter identiquement débiteurs contractuels et demandeurs à l'action en responsabilité extra-contractuelle. Et le principe discuté n'est pas absolu. Plafonnant d'indemnisation, clause imitative de responsabilité, franchise, réduction pour faute, et tant d'autres. Lois et jurisprudence s'en affranchissent avec aisance. Mais cet imbroglio pourrait être évité si l'enjeu véritable est directement affronté. Il y a des peines qu'on inflige pour la correction, d'autres pour l'exemple, d'autres pour la sûreté publique, et enfin d'autres pour la satisfaction des particuliers offensés. Au gré de ces maximes, Jean de la Bruyère exprimait si bien la nature humaine. Faiblesse, contradiction, avarice, ostentation sont pour lui les fléaux de la justice, qui pourtant, lorsqu'elle est saine, est le salut des hommes. Le dilemme est sévère, privilégier l'individu ou la société. Pour ce faire, les enjeux au fond doivent être considérés et le verdict adapté. La réalité recherchée d'abord, le bien commun privilégié ensuite. Entendez-vous ces implorations ? À peine audibles, le souffle coupé par leur épopée, les Danaïdes supplient le roi d'Argos.
Pour échapper au mariage forcé, elles requièrent le droit d'asile. Avant d'accepter, le souverain prend soin d'encadrer leurs demandes pour en prévenir les risques et rendre réponse. Car oui, le nœud de la requête, c'est son objet. Dans l'affaire du jour, ce n'est autre que la mise en conformité de la villa et ses alentours. Pour les gens de robe, nul doute que la mesure sollicitée relevait de la réparation du préjudice. Fait générateur, préjudice, lien de causalité ne posent aucune difficulté. Mais la rigueur de leur analyse témoigne d'une volonté assumée des juges du fond d'envisager la mise en conformité comme une forme de réparation en nature. Une appréhension bien discutable, négligeant une toute autre sanction, la cessation de l'illicite. Arme favorite d'Alceste, le misanthrope de Molière, elle est la clé de cette affaire. En sollicitant la mise en conformité de la villa par rapport au permis de construire, c'est bien l'illicéité que la voisine entendait faire cesser. La mise en conformité est-elle jusqu'à présent incompatible avec un contrôle de proportionnalité ? Alceste, impuissant devant tant d'illicéité, préféra finir en ermite plutôt que de se plier aux règles hypocrites. Au quai de l'horloge, vous avez censuré les juges du fond pour avoir apprécié l'opportunité d'une demande de mise en conformité portant sur une construction méconnaissant un permis de construire. Le contrôle de proportionnalité en la matière vous semblait donc l'évincer. Mais l'atteinte patrimoniale étant seule l'enjeu de l'illicéité, la proportionnalité de la cessation peut-elle être envisagée ? Silence. Le verdict va être rendu. Athéna intervient dans le procès d'Oreste. Les Furies le jugent pour meurtre. La déesse, horrifiée par tant de vengeance, transforme ses accusatrices en bienveillantes. C'est la fin d'un cycle de violences illicites. Mais le but recherché était surtout le bien de la majorité. Le caractère disproportionné, le demandeur s'en prévaut quant à la mise en conformité qui lui fut imposée. Ce faisant, il s'appuie judicieusement sur la proportionnalisation récente de certaines sanctions en droit des obligations. Mais un contrôle de proportionnalité supposerait une forme de demi-mesure, contredisant la notion même de cessation. Fondamentalement, la confrontation entre intérêt et coût de la mesure relève d'une analyse surmontable. Analyse déjà appliquée au contrôle de l'exécution forcée. Mais son contexte contractuel implique la prise en compte des volontés des parties. Le droit à la cessation de l'illicite, lui, ne résulte pas de la force obligatoire du contrat, mais de l'impérativité générale du droit. Rappelez-vous le jugement shakespearien du roi Lear. Les princes Goneril et Regan, manipulant leur père, n'ont rien à craindre d'une justice amputée pour leur majesté. Cette laxité ne manque pas d'entraîner tragédies et souffrances. Consacrer un tel contrôle, c'est admettre une impérativité de la règle à géométrie variable. Pourtant, les seuls intérêts économiques ne sauraient justifier l'exception de disproportion. Soucieuse des droits fondamentaux les plus intimes, la Cour de Strasbourg ne requiert d'office le dit contrôle que lorsque des intérêts extra-patrimoniaux sont en cause. Car protéger par ce moyen la patrimonialité encouragerait l'illicéité. Angleterre, milieu du XIIe siècle. Richard Cœur de Lion revient de croisade. Sans réserve aucune, rétablissant l'ordre, il punit son frère Jean et ses partisans. Contre les pauvres gens qui s'étaient résignés aux exigences du prince déchu, le royal croisé requiert une réparation disproportionnée. Terres et titres confisqués, tel est le prix à payer. Mais cette absence de proportion, la paix entre Normands et Saxons en est l'explication. À travers les yeux du chevalier d'Ivanhoe, Walter Scott dépeint à l'encre de sa plume les complexités d'une justice tiraillée entre le bien commun et l'individualité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, lorsqu'il est question d'éliminer le mal à sa racine, le conflit dépasse
ses seuls antagonistes. Contre l'acte contraire au droit, le prononcé doit uniquement tenir compte de la justice dans toute son intégrité pour couper court à toute illicéité. Le cœur de lion, Louis XIV ou Napoléon, pour tous, la rigueur seule maintient droite la balance de la justice. Contre l'illicéité, pas de proportionnalité, vous rejetterez.